Je n'oublierai jamais ce matin où tout a basculé. La Provence, ce paysage que j'avais chéri toute ma vie, baignait dans une lumière douce et dorée. Le parfum de la lavande, mêlé à l'odeur chaude de la terre et du thym, flottait dans l'air comme il le faisait depuis des décennies. Chaque pierre, chaque olivier, chaque parcelle de ma terre portait l'histoire de ma famille et des souvenirs que j'avais patiemment cultivés. Assise à ma table, carnet bleu ouvert à côté de ma tasse de thé, je relisais quelques notes sur les dernières rénovations, les arbres plantés, les coins du jardin que je souhaitais protéger. Tout semblait normal. Et puis, le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était celle de mon notaire. Calme et neutre, mais avec un ton qui me glaça immédiatement. « Madame, nous avons reçu un acte de vente concernant votre propriété en Provence, mais il semble que la signature ne soit pas authentique. » Je ne compris pas au début. Mon esprit vacilla entre confusion et incrédulité, puis les mots se gravèrent dans ma mémoire avec une force brutale. Ma belle-fille avait vendu ma terre. Ma propre terre, mon refuge, mon héritage, avait été cédée à mon insu. Et cette vente portait ma signature, ou plutôt une imitation de celle-ci. Je tombais presque de ma chaise, le carnet glissant de mes mains. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Chaque objet autour de moi semblait soudain me rappeler ce qui était en train de se passer. Le carnet bleu, témoin de mes années de soins et de vigilance, les lettres soigneusement rangées sur le buffet, les clés de la maison et du portail de la propriété. Tout témoignait de ma présence et de ma responsabilité. Et pourtant quelqu'un avait osé passer outre. Les souvenirs me submergèrent. Je revoyais les après-midi passés à travailler la terre, à arroser les oliviers, à réparer les murets. Je revoyais les moments où j'avais pris des décisions importantes, signé les documents nécessaires pour maintenir la propriété, organiser chaque facture, chaque dépense, chaque initiative, avec la minutie d'une vie entière. Et maintenant, tout cela semblait menacé par une seule action, la vente sans mon consentement. Je repensais au mois précédent, aux signes subtils que j'avais remarqués sans y prêter attention. Les documents déplacés, les lettres de banque annotées à ma place, ces interventions insistantes dans mes affaires financières et administratives. Tout cela prenait soudain un sens plus sombre. Ce n'étaient pas des maladresses ou des précautions, c'était une stratégie délibérée pour me priver de ma voix et me retirer le contrôle de ma vie et de mes biens. J'ouvris à nouveau l'enveloppe du notaire, mes mains tremblantes. Chaque page semblait briller d'une froideur calculée. Le contrat de vente, les détails de la transaction, les dates, les signatures, tout indiquait une opération soigneusement orchestrée. Mon nom y figurait, mais cette signature n'était pas la mienne. L'ampleur de la trahison me frappa avec une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je restais assise, immobile, les yeux fixés sur le document, essayant de comprendre comment il était possible qu'elle ait osé. Comment pouvait-elle croire que je ne remarquerais pas cette vente? Comment pouvait-elle penser que la propriété qui m'avait été transmise, que j'avais protégée et entretenue, pouvait disparaître par un simple acte de manipulation? Le choc initial se mêlait à la colère et à la peur. Mais je savais qu'agir sous l'emprise de l'émotion ne servirait à rien. La rage pourrait me faire commettre des erreurs. La panique pourrait compromettre ma réaction. Je devais garder mon calme et observer chaque détail. Mon carnet bleu, encore ouvert devant moi, devenait à la fois témoin et guide. Chaque note que j'allais y inscrire serait un premier pas vers la justice silencieuse. Je relisais les documents, comparais les signatures avec celles que j'avais apposées sur d'autres actes officiels et notais chaque incohérence, les dates, les annotations, les détails financiers, tout était consigné. Je savais que ces éléments seraient cruciaux pour contester cette vente. Le jardin, si familier et paisible, semblait soudain étranger. Chaque olivier, chaque parcelle de terre rappelait les décennies de soins et d'attention que j'y avais consacrées. Et chaque pierre,
Chaque racine semblait murmurer « Tu dois protéger ce qui t'appartient ». C'était plus qu'une affaire de propriété. C'était une question de dignité, de mémoire et de justice. Je me levai, pris une profonde inspiration et marchai lentement dans l'appartement, tenant le document avec précaution. Je savais que le temps était précieux, que chaque instant comptait pour rassembler les preuves et préparer ma réponse. Mais au lieu de la panique, une clarté nouvelle s'imposa. Je ne laisserai pas cette vente se réaliser. Je vais agir avec méthode, patience et rigueur. Je commençai à réfléchir à mes premières démarches. Contacter immédiatement le notaire pour vérifier l'authenticité de la signature, consulter un avocat spécialisé pour contester l'acte, préparer les documents attestant de mon droit de propriété et ma capacité à gérer mes affaires. Chaque action devait être planifiée, chaque détail anticipé. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer la terre, il s'agissait de rétablir ma voix, ma liberté et ma dignité. Et dans le silence de l'appartement, entouré par mes carnets, mes lettres et les objets familiers qui avaient été les témoins de ma vie autonome, je murmurais pour moi-même, je ne céderai pas. Ma terre, ma vie, mon histoire ne disparaîtront pas. Je vais rétablir la justice, pas par la colère, mais par la méthode et la preuve. Le choc était immense, mais il venait de déclencher une détermination nouvelle, profonde, méthodique et silencieuse. Je savais que cette bataille serait longue, mais j'étais prête à la mener, avec patience et rigueur, jusqu'au bout. La terre de Provence, symbole de ma mémoire et de mon héritage, ne serait pas perdue. Avant ce matin de choc, ma vie tournait autour de cette terre de Provence depuis des décennies. Chaque pierre, chaque olivier, chaque rangée de lavande portait mon empreinte et celle de ma famille. Ce n'était pas seulement une propriété, c'était un symbole de mes choix, de ma patience, de ma constance et de la mémoire de mes ancêtres. Les années que j'avais consacrées à la cultiver, à la protéger et à l'organiser avaient forgé en moi un sens profond de responsabilité et d'autonomie. Je me souvenais des après-midi passés à travailler dans le jardin. J'arpentais les parcelles, arrosais les plants avec soin, vérifiais l'état des oliviers et des figuiers et notais chaque observation dans mon carnet bleu. Chaque décision, du choix d'une graine à la réparation d'un muret, était prise avec attention et prévoyance. Ces gestes simples, répétés depuis des années, avaient construit ma réputation de femme autonome, rigoureuse et capable de gérer seule ses affaires. La gestion de cette terre n'était pas seulement physique, elle était également administrative et financière. Je suivais chaque facture, chaque impôt, chaque dépense liée à la propriété, les relevés bancaires, les paiements pour l'entretien ou les rénovations et les contrats pour la vente éventuelle de produits agricoles étaient tous consignés avec méthode. Ma banquière connaissait ma rigueur et je pouvais prouver à tout moment ma capacité à gérer mes finances et mes biens sans assistance. Chaque signature que j'avais apposée sur un document officiel portait la marque de mon autonomie, que ce soit pour un contrat de vente de produits de la terre, une demande de subvention agricole ou un acte de propriété. Chaque geste témoignait de ma compétence et de ma lucidité. Mon carnet bleu, fidèle compagnon, conservait toutes ces traces, prête à servir de preuve si jamais ma capacité à gérer ma vie ou mes biens était remise en question. Je me souvenais également des moments de transmission avec ma petite fille, qui aimait m'accompagner pour observer le jardin, arroser les plantes ou écouter les histoires sur cette terre et ses ancêtres. Ces instants étaient précieux, car ils me permettaient de transmettre la mémoire familiale et de montrer que la responsabilité et la vigilance sont des valeurs à cultiver. Chaque geste que je faisais, chaque note que je consignais, était une leçon silencieuse sur l'autonomie et la dignité. Les années avaient également forgé en moi une capacité à anticiper les problèmes. Je savais qu'une terre, même chérie et soignée,
pouvaient être menacées par l'oubli, les erreurs administratives ou les interventions extérieures. Je vérifiais donc régulièrement les actes, les titres de propriété et les documents notariaux. Je connaissais chaque limite, chaque parcelle, chaque voisin, et je m'assurais que rien ne pouvait mettre en danger ce que j'avais construit. C'est cette vigilance qui rendait la découverte de la vente de la terre encore plus douloureuse. Chaque geste que j'avais posé, chaque décision mûrement réfléchie, semblait balayée par un simple acte de manipulation. Pourtant, ces années d'expérience et de préparation n'étaient pas perdues. Elles m'avaient appris à observer, à analyser, à noter chaque détail et à préparer une réponse réfléchie et méthodique. Je repensais à tous les documents que j'avais conservés: contrats, relevés bancaires, factures, courriers officiels. Chacun d'eux était une preuve tangible de ma capacité à gérer mes affaires et à protéger mes biens. Même les gestes simples, comme l'organisation de mon carnet ou la révision des contrats, étaient des outils pour affirmer mon autonomie et ma compétence. Cette préparation silencieuse serait essentielle pour contester l'acte de vente et restaurer la justice. Je me souvenais aussi de la joie que j'éprouvais à vivre pleinement cette terre, à la voir prospérer, à observer les saisons changer et à savourer le calme de la Provence. Les oliviers qui se balançaient au vent, les rangées de lavandes qui embaumaient l'air, les figuiers chargés de fruits, tout cela était le résultat de ma patience, de mon travail et de mon engagement. Cette propriété n'était pas seulement un bien matériel, elle était l'expression de ma vie et de mes choix. Chaque année, je prenais le temps de vérifier que tout était en ordre administrativement. Je contrôlais les actes notariaux, les paiements et les taxes, et je faisais en sorte que chaque document soit conforme et à jour. Je savais que la diligence et la constance sont les meilleures protections contre les manipulations ou les erreurs, et ces habitudes allaient bientôt se révéler cruciales pour contester la vente. Ainsi, cette vie d'avant était faite de vigilance, de méthode et de responsabilité. Chaque geste, chaque décision, chaque document consigné dans mon carnet bleu représentait non seulement ma capacité à gérer mes biens, mais aussi ma détermination à préserver ma liberté et ma dignité. C'était un héritage que je devais protéger à tout prix, non seulement pour moi, mais aussi pour les générations futures. En repensant à ces années passées à entretenir et gérer ma terre de Provence, je compris que tout ce travail, toute cette patience, me donnait aujourd'hui la force et les outils nécessaires pour réagir. La vente non autorisée de ma terre, aussi choquante soit-elle, ne pouvait pas effacer les décennies de vigilance, de responsabilité et de méthode que j'avais accumulées. Chaque note dans mon carnet, chaque document, chaque geste conscient allait servir à restaurer la justice et protéger mon patrimoine. Et tandis que je regardais par la fenêtre les oliviers et la lavande baignée par le soleil, je sus que ma détermination à défendre ma terre, ma liberté et ma dignité venait de se renforcer. Ces souvenirs, ces gestes et cette vie d'autonomie n'étaient pas seulement des moments passés. Ils étaient les fondations solides de ma lutte contre l'injustice et la trahison. Au début, tout semblait presque imperceptible. Des gestes subtils, des mots anodins, des commentaires apparemment innocents, mais qui, répétés au fil du temps, commençaient à grignoter ma confiance et mon autonomie. Ma belle-fille, sous couvert de bienveillance, commençait à s'immiscer dans mes décisions concernant la terre de Provence. Chaque intervention, chaque remarque était calculée pour me faire sentir dépendante, incapable, voire inutile dans la gestion de ce patrimoine que j'avais chéri toute ma vie. Les lettres de la banque concernant la propriété, auparavant soigneusement déposées sur ma table, étaient maintenant annotées par sa main. Voir avant maman, je m'occupe de ça, des phrases apparemment anodines, mais qui s'insinuaient dans mon quotidien, créant une impression sourde de perte de contrôle. Je me sentais comme si chaque geste, chaque décision devait passer par son filtre, et ma voix devenait de plus en plus faible dans mon propre espace.
À table, lors de discussions sur la gestion de la terre, je remarquais qu'on ne me consultait plus. Les conversations tournaient autour de moi, mais sans moi. Je posais parfois une question ou proposais une idée, et mes paroles étaient accueillies par des silences ou des sourires embarrassés, comme si mes interventions étaient dérangeantes. Cette invisibilité progressive était une humiliation silencieuse, presque insupportable, car elle minait ma présence dans ma propre vie. Même dans les gestes quotidiens, je sentais le contrôle s'installer. Lors des visites à la banque, ma belle-fille insistait pour m'accompagner, observer mes actions, parfois corriger ou compléter mes décisions. Elle prétendait vouloir simplifier les choses pour moi, mais chaque intervention semblait viser à créer une impression de dépendance auprès des témoins et des tiers. Je comprenais que chaque mouvement était calculé pour préparer le terrain à un acte plus grave, une manœuvre qui allait bientôt se révéler avec toute sa brutalité. La vente non autorisée de la terre. Les documents à la maison étaient également affectés. Mes lettres disparaissaient temporairement, réapparaissaient annotées ou déplacées. Mes contrats, mes relevés, mes carnets, tout était soumis à un contrôle indirect mais constant. Chaque tentative de gérer ma propriété devenait un défi, car je devais naviguer entre ma volonté de rester autonome et les interventions subtiles mais constantes de ma belle-fille. Il y avait aussi les commentaires et les remarques, toujours présentés avec un ton affectueux mais insidieux. Ne t'inquiète pas, je gère pour toi. Ou ce sera plus simple si tu me laisses faire. Ces paroles, apparemment bienveillantes, étaient en réalité des tentatives pour me faire passer pour incapable, pour me délégitimer dans ma propre maison et dans la gestion de mon patrimoine. Elles étaient accompagnées de regards, de gestes et de silences qui renforçaient cette impression d'impuissance. Malgré tout, je ne me laissais pas submerger. Mon carnet bleu était toujours à portée de main. Chaque remarque, chaque intervention, chaque document déplacé était consigné avec soin. Chaque note était une trace, un témoin silencieux de la manipulation, prêt à être utilisé le moment venu pour défendre ma dignité et ma propriété. Ce carnet était devenu mon allié le plus précieux, un outil de résistance silencieuse mais efficace. Les petites humiliations affectaient également mes interactions avec mes amis et mes voisins. Certains commençaient à remarquer les tensions, le contrôle subtil exercé sur moi, les regards échangés, les questions à voix basse et les gestes discrets devenaient autant de signes de ce qui se passait dans ma maison. Mais je savais que la vérité n'était pas encore révélée et qu'il fallait attendre le bon moment pour agir. Chaque observation était notée, analysée et transformée en plan d'action pour le futur. Je passais aussi de longues heures à observer mes propres réactions. Malgré l'humiliation, la frustration et l'inquiétude, je gardais mon calme. Je savais que toute réaction impulsive pourrait être utilisée contre moi. La patience et la méthode devenaient mes seules armes. Chaque moment, chaque interaction, chaque observation était une préparation silencieuse à la confrontation qui allait suivre. À mesure que les semaines passaient, je constatais que ces petites humiliations n'étaient pas isolées. Elles formaient un schéma, une préparation méthodique pour me retirer toute autorité sur ma terre. Les interventions subtiles, les commentaires, les lettres annotées, les visites à la banque, tout cela prenait un sens clair. La vente de la propriété était en préparation et je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque geste de ma part, chaque document vérifié, chaque note dans le carnet bleu était désormais un acte de résistance. Je savais que ce travail silencieux allait me permettre de contrecarrer l'injustice et de protéger ce qui m'appartenait de droit. Chaque humiliation, chaque contrôle subtil devenait un élément de preuve pour la bataille juridique qui s'annonçait. Dans le calme de la nuit, assise près de la fenêtre, je regardais les oliviers et la lavande baignés par la lumière de la lune. Je respirais profondément et me promettais silencieusement. Je ne céderai pas. Ma terre, mon héritage, ma dignité,
ne serait pas pris par la manipulation. Chaque note, chaque observation, chaque preuve rassemblée allait servir à restaurer la justice et ma liberté. Ainsi, ces petites humiliations et ce sentiment d'isolement étaient devenus pour moi une force tranquille. Chaque geste, chaque mot, chaque document noté me rapprochait de la vérité et préparait le terrain pour l'acte de justice à venir. Je savais que, malgré la douleur et l'injustice, j'avais les moyens de défendre ce qui m'appartenait et de rétablir ma dignité avec patience, méthode et preuve. Un après-midi, alors que je classais mes documents sur la table du salon, une enveloppe du notaire attira mon attention. Elle était glissée entre d'autres lettres, presque anodines, mais le sceau officiel me fit frissonner. Lorsque j'ouvris l'enveloppe, mon cœur se serra. Devant moi se trouvait un acte de vente concernant ma terre de Provence, signé avec mon nom, mais pas ma signature. Je restais figé, incapable d'avaler une gorgée de thé. Les mots se mélangeaient dans mon esprit. Vendu, ma terre, sans mon consentement. Chaque parcelle, chaque olivier, chaque rangée de lavande que j'avais entretenue depuis des années, chaque pierre que j'avais patiemment remise en place, avait été cédée par un acte que je n'avais jamais autorisé. La colère et l'incrédulité se mêlaient à une sensation de trahison profonde. Je relus le document plusieurs fois, scrutant chaque ligne, chaque signature. Mon nom figurait bel et bien sur l'acte, mais la signature ne correspondait ni à mon écriture ni à mon geste habituel. C'était une imitation, un faux subtil mais identifiable. Le choc initial se mua en une lucidité glaciale. Ma belle-fille avait manipulé l'acte, vendant ma propriété sans mon accord, en essayant de faire croire que j'avais donné mon consentement. Chaque souvenir des années passées sur cette terre surgit soudain avec intensité. Les moments passés à travailler le jardin, à arroser les oliviers et les figuiers, à préparer le terrain pour les saisons à venir, tout semblait effacé par cette trahison. Chaque pierre, chaque rangée de lavande et chaque arbre que j'avais planté étaient devenus des témoins silencieux d'un acte commis contre moi. La terre n'était plus seulement un bien matériel. Elle représentait ma vie, ma mémoire et ma dignité. Je me levai, tremblante mais déterminée, et parcourus l'appartement avec l'acte dans les mains. Les murs, les meubles, le carnet bleu ouvert sur la table semblaient m'observer, témoin muet de ma vie autonome et méthodique. Je savais qu'il fallait agir, mais il fallait agir avec prudence et méthode. La colère seule ne suffirait pas pour restaurer ce qui m'appartenait. Je pris mon carnet bleu et commençai à noter chaque détail. La date de la découverte, le nom et la position du notaire, les anomalies dans l'acte, les gestes ou paroles de ma belle-fille, qui avait préparé ce moment. Chaque note était un pas vers la constitution d'un dossier irréfutable pour contester la vente et rétablir ma propriété. Je repensais aux semaines précédentes, aux petites humiliations et aux interventions subtiles de ma belle-fille, les lettres annotées, les documents déplacés, les visites à la banque supervisées, tout prenait maintenant un sens plus sombre. Elles avaient été des étapes préparatoires, destinées à faire passer ma dépendance pour acquise et à faciliter la vente de la propriété. Chaque détail accumulé devenait preuve de manipulation. Je compris immédiatement que je devais mobiliser des témoins et des preuves irréfutables. Ma banquière, qui connaissait ma gestion autonome des comptes depuis des années, serait un allié essentiel. Ces attestations pourraient démontrer que je n'avais jamais eu besoin d'aide pour gérer mes finances et mes biens. D'autres témoins, voisins et amis, pourraient attester de mon implication directe dans la gestion et l'entretien de la terre, renforçant ainsi ma crédibilité. Je décidai de contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance, pour lui présenter l'acte et analyser la signature. Ensemble, nous pouvions vérifier les anomalies, comparer avec mes signatures habituelles et préparer la procédure juridique pour contester cette vente. Chaque détail devait être documenté et chaque preuve vérifiée pour que la démarche soit solide et irréfutable.
Pendant l'après-midi, je relus tous les documents relatifs à la propriété, anciens contrats, relevés fiscaux, lettres, attestations de travaux et d'entretien. Chaque élément était désormais un outil potentiel pour démontrer mon droit de propriété et ma compétence à gérer mes affaires. Les mois de vigilance et de consignation dans mon carnet bleu prenaient enfin tout leur sens. Je disposais d'une base solide pour contester la transaction. Je passais également du temps à réfléchir à la stratégie à adopter, dans quel ordre présenter les preuves, quelles pièces mettre en avant, comment articuler les témoignages et comment anticiper les arguments de ma belle-fille. Chaque décision devait être calculée avec précision, car la moindre erreur pourrait compromettre la légitimité de ma contestation. Je me rappelais de chaque détail de ma vie sur cette terre. Le soin apporté aux oliviers, la surveillance des parcelles, les rénovations que j'avais effectuées, les interactions avec les voisins et les artisans. Chacun de ces gestes était un témoignage indirect, mais puissant de mon implication et de ma compétence. Ces éléments allaient être des arguments clés pour prouver que je n'avais jamais été dépendante et que la vente était invalide. Et tandis que je posais le document sur la table, à côté du carnet bleu et de mes relevés, une résolution se forma dans mon esprit. Je n'allais pas laisser ce vol se produire. Je récupérerais ma terre, non par la colère ou l'éclat, mais par la méthode, les preuves et la justice. Le choc, la peur et la trahison s'étaient transformés en détermination silencieuse, une force tranquille, prête à défendre ma dignité et mon patrimoine. Je sus que les jours à venir seraient consacrés à la collecte des preuves, au rendez-vous avec le notaire et l'avocat, et à la préparation minutieuse de la contestation. Mais pour la première fois depuis la découverte, je ressentis une clarté nouvelle. Je ne serais pas victime de cette manipulation. Chaque note, chaque document, chaque témoignage allait me permettre de rétablir la vérité et protéger ma terre de Provence. Dans le calme de l'après-midi, je me levais, regardais par la fenêtre le soleil qui illuminait mes oliviers et ma lavande, et murmurais pour moi-même: ma terre, mon héritage, ma vie, à personne ne me les prendra. La justice et la méthode seront mes alliés. Les jours qui suivirent la découverte de la vente de ma terre de Provence furent emplis d'un silence chargé d'inquiétude et de réflexion. Assise à ma table, carnet bleu ouvert, je relisais chaque ligne que j'avais écrite depuis des mois, observant les gestes subtils et les interventions de ma belle-fille qui, rétrospectivement, annonçaient cette trahison. Chaque annotation, chaque document et chaque correspondance semblait prendre une signification plus profonde, comme un puzzle complexe que je devais reconstituer avant de passer à l'action. La colère initiale laissait place à une lucidité froide et méthodique. Je savais que toute réaction impulsive, tout éclat de voix ou décision précipitée pourrait compromettre ma capacité à contester légalement la vente. Il me fallait agir avec précision, patience et méthode. Je pris une profonde inspiration et commençai à planifier chaque étape de ma riposte. Mon premier réflexe fut de consigner minutieusement tous les faits. Je notais la date exacte de la découverte, le contenu de l'enveloppe, les détails de l'acte de vente et toutes les anomalies que j'avais identifiées dans la signature. Chaque geste ou parole de ma belle-fille, qui avait préparé cette situation, fut scrupuleusement relevé. Chaque note devenait un élément de preuve potentiel, un fil conducteur pour constituer un dossier juridique irréfutable. Je réfléchis également aux témoins qui pouvaient confirmer mon autonomie et ma compétence dans la gestion de mes affaires et de mes biens. La plus évidente était ma banquière, qui connaissait depuis des années ma rigueur et mon implication dans la gestion financière de la propriété. Son témoignage serait crucial pour établir que je n'avais jamais été dépendante et que la vente était illégale. D'autres témoins, comme des voisins, des amis ou des artisans ayant travaillé sur la terre, pouvaient attester de mon engagement et de mon suivi personnel des activités de la propriété. Parallèlement, je relus tous les documents relatifs à la propriété, anciens contrats, relevés fiscaux, factures d'entretien,
correspondance avec les artisans et copies de documents notariaux précédents. Chaque pièce devenait une preuve tangible de ma compétence et de ma vigilance. Les mois de patience et de consignation dans mon carnet bleu prenaient enfin tout leur sens. J'avais en main une base solide pour contester la vente et protéger ma propriété. Je pris également le temps de réfléchir à la procédure à suivre. Il me fallait contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance, pour lui exposer la situation et vérifier la signature falsifiée. Ensemble, nous pourrions préparer le dossier, identifier les preuves clés et planifier la démarche pour obtenir l'annulation de l'acte. Il fallait être méthodique. Chaque document devait être vérifié, chaque témoin préparé et chaque détail anticipé pour que la contestation soit efficace et incontestable. Mes journées étaient désormais partagées entre l'analyse minutieuse des documents et l'organisation de ma stratégie. Je comparais les signatures, notais les incohérences, préparais des tableaux chronologiques et identifiais les éléments susceptibles de prouver la falsification. Tout devait être parfaitement structuré, car la moindre erreur pourrait donner à ma belle-fille un levier pour contester ma contestation. Pendant ces heures de planification, je me rappelais chaque geste accompli sur la terre de Provence, les oliviers plantés et entretenus, les travaux réalisés avec soin, le suivi administratif des parcelles et des contrats. Chacun de ces gestes était un témoignage indirect mais puissant de ma capacité à gérer la propriété. Ces éléments allaient constituer le socle de ma défense, montrant que je n'avais jamais été dépendante et que l'acte de vente était nul. Je passais également du temps à anticiper les arguments possibles de ma belle-fille. Que pourrait-elle avancer pour justifier la vente? Comment pourrait-elle tenter de minimiser l'importance de ma vigilance ou de mes gestes quotidiens? Chaque scénario potentiel était analysé, noté et préparé, afin que je sois prête à répondre avec calme et preuve à chaque objection. Chaque nuit, avant de fermer le carnet bleu, je relisais mes notes et ajustais mes stratégies. La patience et la méthode devenaient mes alliés les plus puissantes. Je comprenais que la victoire ne résiderait pas dans la colère ou les cris, mais dans la précision, la documentation et la planification minutieuse. Chaque élément consigné dans mon carnet, chaque relevé, chaque contrat, chaque témoignage préparé, formait un bouclier solide autour de ma propriété et de ma dignité. Et dans ces heures d'introspection, une détermination nouvelle s'imposa. Je ne laisserai pas cette vente se produire. Je protégerai ma terre de Provence, mon patrimoine, et surtout, ma liberté et ma dignité. La trahison de ma belle-fille n'était plus un obstacle, mais un déclencheur de ma stratégie silencieuse et méthodique. Chaque étape de cette planification renforçait ma confiance. Je savais que je pouvais transformer la trahison en victoire, la manipulation en preuve et l'injustice en justice. Le carnet bleu, mes documents, mes témoins et la rigueur de mon notaire constituaient une armure implacable. La méthode et la patience, alliées à la vérité et aux preuves, allaient triompher de la manipulation et restaurer ce qui m'appartenait de droit. Et tandis que je posais ma main sur le carnet bleu, témoin de toutes mes notes et de ma vigilance, je murmurais pour moi-même. La justice n'a pas besoin de cris. Elle se construit par la patience, la méthode et la vérité. Ma terre, mon héritage, ma vie, je les protégerai. Le lendemain de mes longues nuits de réflexion et de planification, je me levai avec une résolution calme, mais ferme. Le carnet bleu ouvert sur la table, les documents éparpillés autour de moi, je savais que chaque geste, chaque décision comptait. Il ne s'agissait plus seulement de colère ou d'incrédulité. Il fallait transformer cette trahison en preuve solide et organisée pour défendre ma propriété et ma dignité. Ma première étape fut de contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance depuis des années. Sa rigueur et sa connaissance de mon dossier étaient essentielles pour analyser la signature falsifiée et planifier la procédure juridique pour annuler l'acte de vente. Lors de notre rencontre,
Je lui exposai chaque détail, la découverte de l'acte, les petites manipulations précédentes, les interventions répétées de ma belle-fille dans mes démarches et les anomalies relevées dans les documents. Maître Perrin examina attentivement chaque document, comparant les signatures, les dates et les annotations. Ces questions précises m'aidèrent à organiser ma pensée et à préparer un plan d'action méthodique. Ensemble, nous décidâmes de vérifier chaque élément. L'acte de vente, les relevés bancaires liés à la transaction et toutes les pièces administratives relatives à la propriété. L'objectif était clair: constituer un dossier solide, irréfutable et chronologique, qui prouverait mon autonomie et la falsification. Ensuite, je pris rendez-vous avec ma banquière, qui connaissait ma gestion financière depuis des années. Sa mission était simple mais cruciale: attester officiellement de ma compétence et de mon autonomie dans la gestion de mes comptes et de mes biens. Nous passâmes en revue plusieurs années de relevés bancaires, virements, paiements pour l'entretien de la propriété et dépenses diverses. Chaque pièce de ce puzzle financier allait servir à démontrer que je gérais seul mes affaires et que la vente réalisée sans mon consentement était illégale. Chaque document, chaque relevé, chaque facture et chaque correspondance devint désormais un outil de défense. Les semaines passées à observer et à noter les interventions subtiles de ma belle-fille prenaient enfin leur sens. Mon carnet bleu, témoin silencieux de mes années de vigilance et de gestion autonome, se transformait en preuve directe de ma lucidité et de ma compétence. Je contactai également des voisins et amis de confiance pour obtenir des témoignages. Certains avaient observé mes activités quotidiennes sur la terre, mon implication dans les travaux et les rénovations, ma supervision directe des récoltes et de l'entretien. Leurs déclarations allaient servir à corroborer mon engagement personnel et montrer que je n'étais pas dépendante ou incapable de gérer la propriété. Parallèlement, Maître Perrin et moi passâmes en revue toutes les démarches administratives à entreprendre: dépôt des preuves auprès du notaire, vérification de la validité des signatures, rédaction de lettres officielles et planification des étapes pour contester la vente. Tout devait être parfaitement organisé. Chaque document, chaque témoignage, chaque pièce de preuve devait être prêt pour être présenté de manière cohérente et irréfutable. Les journées suivantes furent consacrées à classer et organiser chaque élément. Les documents étaient triés par type, datés et annotés, les relevés bancaires comparés aux signatures habituelles et chaque anomalie notée. Le carnet bleu me servait de guide pour suivre l'avancement de la préparation. Notes sur les témoins, observation des anomalies, planification des rendez-vous et des étapes légales. Tout était méthodiquement consigné pour ne laisser aucune place à l'erreur. Je passais aussi du temps à relire tous mes actes, contrats et décisions financières passées. Chaque paiement, chaque signature, chaque document validé était un témoignage concret de ma compétence et de mon autonomie. Ces éléments serviraient à prouver que la vente réalisée par ma belle-fille n'était pas seulement illégale, mais également contraire à ma volonté et à ma gestion consciente de mes biens. À mesure que la préparation avançait, je sentais ma confiance grandir. La peur et l'injustice initiale laissaient place à une force tranquille. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque document était aligné pour protéger ma propriété et ma dignité. Je savais que, lorsque viendrait le moment de la confrontation, j'aurais un dossier complet et irréfutable pour rétablir la vérité. Chaque soir, avant de fermer mon carnet, je relisais mes notes et ajustais ma stratégie. La méthode et la patience devenaient mes alliés les plus puissantes. La victoire n'allait pas se mesurer à des éclats de voix ou à des confrontations bruyantes, mais à la précision, à la documentation et à la solidité des preuves accumulées. Chaque pièce rassemblée et chaque note consignée formait une armure protectrice autour de ma propriété et de ma liberté. Je repensais également à chaque geste accompli sur la terre de Provence,
les oliviers plantés et entretenus, les travaux de rénovation, le suivi des parcelles, les relations avec les voisins et artisans. Chacun de ces gestes était un argument indirect mais puissant pour démontrer mon engagement et ma vigilance, et pour invalider toute tentative de manipulation ou de vente illégale. Et tandis que je posais ma main sur mon carnet bleu, témoin fidèle de ma préparation et de ma vigilance, je sus que le moment de la confrontation approchait. La patience, la méthode et les preuves allaient triompher de la trahison. Ma terre de Provence, symbole de ma mémoire, de mon travail et de mon autonomie, était désormais protégée par une stratégie solide, calme et irréfutable. Je pris une profonde inspiration et murmurai pour moi-même. La justice triomphera non par la colère, mais par la patience, la méthode et la vérité. Ma terre, mon héritage, ma vie, je les protégerai. Le jour de la confrontation légale arriva enfin. Le soleil baignait la Provence d'une lumière douce, presque immobile, comme si le paysage lui-même retenait son souffle. J'étais calme, le carnet bleu et les documents parfaitement organisés dans mon sac, prête à affronter cette épreuve. Chaque note, chaque preuve, chaque témoignage, rassemblé depuis des semaines, allait maintenant être confronté à la réalité. Ma belle-fille était présente au bureau du notaire, visiblement tendue. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une nervosité palpable. Elle croyait pouvoir me déstabiliser, intimider les témoins ou imposer sa version des faits. Mais elle sous-estimait ma préparation, la solidité des preuves accumulées et la patience méthodique qui m'avait guidée pendant des semaines. Maître Perrin ouvrit la séance avec son calme habituel et exposa les faits avec précision. Il présenta d'abord les documents que j'avais rassemblés, les contrats précédents, les relevés bancaires, les factures d'entretien de la propriété et les notes consignées dans mon carnet bleu. Chaque document démontrait mon implication directe dans la gestion et la protection de la terre et révélait les anomalies de la signature figurant sur l'acte de vente. Puis vint le moment crucial, le témoignage de ma banquière. Elle expliqua, avec clarté et impartialité, ma capacité à gérer mes comptes et mes affaires depuis des années. Elle confirma que j'avais toujours été autonome et compétente, capable de signer mes documents et de prendre toutes les décisions relatives à la propriété. Chaque mot qu'elle prononçait renforçait ma crédibilité et fragilisait les prétentions de ma belle-fille. À mesure que le témoignage se déroulait, je vis la tension monter sur le visage de ma belle-fille. Elle ouvrait la bouche pour répliquer, mais chaque argument s'éteignait face à l'évidence des preuves. Les documents, le carnet bleu, le professionnalisme du notaire et le témoignage de ma banquière formaient un mur invisible, mais solide, bloquant toute tentative de justification de sa part. La manipulation s'effondrait, et je restais silencieuse, observant calmement le déroulement. Maître Perrin résuma alors la situation avec une précision implacable. Il expliqua que l'acte de vente était nul et non avenu, que la signature falsifiée n'avait aucune valeur juridique, et qu'aucune action future de ma belle-fille ne pourrait s'appuyer sur cet acte. La tutelle ou tout contrôle prétendu que ma belle-fille aurait voulu imposer sur mes décisions était désormais impossible. La victoire était entière et silencieuse. Je restais immobile, silencieuse, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Je n'avais pas crié, je n'avais pas plaidé ma cause à voix haute. La méthode et les preuves suffisaient. Chaque document présenté, chaque mot prononcé, chaque page de mon carnet bleu formait un bouclier intangible, mais efficace autour de ma liberté et de ma dignité. Ma justice silencieuse venait de s'imposer. Ma belle-fille tenta encore de sourire, cherchant des soutiens dans le regard des témoins ou du notaire, mais elle était désarmée. Sa stratégie patiemment préparée s'était effondrée, et je la voyais comprendre, dans le silence et le malaise de son expression, que toute tentative de manipulation avait échoué. Une fois l'audience terminée, Maître Perrin
confirma officiellement que l'acte de vente était annulé, que la propriété me revenait intégralement et que ma capacité à gérer mes affaires était pleinement reconnue et protégée. La victoire, complète et silencieuse, était acquise. Je ressentis un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas seulement une victoire légale, mais une victoire morale et personnelle. Les semaines d'humiliation, de manipulation et de préparation méthodique avaient porté leurs fruits. Chaque page de mon carnet, chaque relevé bancaire, chaque document et chaque témoignage m'avaient permis de restaurer la vérité et de protéger ce qui m'appartenait. En quittant le bureau du notaire, je ressentis une légèreté nouvelle. Ma voix avait été entendue, ma propriété et ma dignité étaient intactes, et je pouvais désormais observer les conséquences sur ma famille avec calme. La justice n'avait pas eu besoin de cris ou de confrontations tumultueuses. Elle s'était imposée par la patience, la méthode et la solidité des preuves. Les jours suivants, je retrouvais ma sérénité dans ma maison et sur ma terre. Chaque geste du quotidien, préparer le thé, arroser les oliviers, vérifier les parcelles était redevenu un rituel de liberté et de maîtrise. Chaque pierre, chaque rangée de lavande, chaque olivier me rappelait que j'avais reconquis ma vie et mon patrimoine. Je repensais aux tensions familiales, aux regards inquiets ou nerveux, aux murmures et aux tentatives de ma belle-fille pour recouvrer un contrôle. Mais je restais calme et détaché, observant le chaos depuis une position protégée. La vérité et la justice, soutenues par des preuves et par la préparation méthodique, avaient triomphé. Chaque soir, je relisais mon carnet bleu et contemplais les documents qui avaient permis cette victoire. Je réalisais que la véritable force résidait dans la constance, la patience et la méthode, et non dans la colère ou l'agitation. Les humiliations passées avaient été transformées en armes silencieuses, et la trahison avait été confrontée avec lucidité et rigueur. Et tandis que la lumière du soir baignait la Provence et illuminait mes oliviers et ma lavande, je sus que la bataille était gagnée. La terre, mon héritage, ma vie, étaient protégés. Je posais la main sur mon carnet bleu et murmurais pour moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice. Les jours qui suivirent la victoire juridique furent marqués par une tension palpable dans la maison. Ma belle-fille, autrefois si assurée et dominante, affichait désormais un visage crispé et tendu. Son assurance avait disparu, remplacée par une nervosité que je savourais silencieusement. Elle avait sous-estimé ma préparation, la solidité des preuves que j'avais rassemblées et la rigueur méthodique avec laquelle j'avais défendu ma terre de Provence. Mon fils, partagé entre l'étonnement et l'embarras, observait les tensions croissantes dans la famille. Il avait commencé à comprendre l'ampleur de la manipulation de sa femme et la force tranquille que je représentais désormais. Les conversations étaient ponctuées de silences pesants, de regards échangés avec hésitation et parfois de disputes éclatantes. Les alliances vacillaient et les tensions familiales éclataient au grand jour. Mais moi, je restais calme, détaché, protégé par la loi et par la certitude de ma victoire. Je passais mes journées à observer ces interactions depuis mon fauteuil, carnet bleu à portée de main. Chaque conflit, chaque remarque sarcastique, chaque tentative d'intimidation échouée de ma belle-fille était pour moi la confirmation que la justice et la vérité s'étaient imposées et que je n'avais plus à subir ni à réagir. Je n'étais plus au centre du chaos, j'étais spectatrice, et cette position me procurait un calme presque jubilatoire. Ma belle-fille essayait encore de garder une apparence de contrôle, mais ses gestes maladroits trahissaient son désarroi. Elle intervenait dans les conversations, cherchait des appuis, mais chaque tentative tombait à plat. Je voyais dans ses yeux la prise de conscience de son échec. Tout ce qu'elle avait planifié, toutes les manipulations subtiles des mois précédents, s'étaient effondrées devant la rigueur et la préparation méthodique de mes preuves. Mon fils, bien que toujours loyal envers sa femme,
ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il observait, mal à l'aise, les conséquences de cette manipulation et le triomphe de la vérité. La maison, autrefois lieu de contrôle et de domination, était maintenant un théâtre où l'échec de la manipulation familiale se jouait sous mes yeux, sans que j'aie besoin de lever la voix ou de me mettre en avant. Pendant ce temps, je retrouvais la sérénité de mes routines quotidiennes. Préparer mon thé, arroser les oliviers, relire mes carnets, vérifier mes documents. Chaque geste redevenait un rituel de liberté et de contrôle. Ma maison et ma terre étaient redevenus des espaces de calme et d'affirmation de mon autonomie. Chaque olivier, chaque rangée de lavande, chaque pierre du jardin me rappelait que j'avais reconquis ma vie et mon héritage. Je passais également du temps avec ma petite fille, qui observait attentivement la dynamique familiale. Je lui montrais, par mon comportement, que la force ne réside pas toujours dans la confrontation ou les cris. La patience, la méthode et la préparation silencieuse peuvent triompher de l'injustice. Ces instants étaient précieux, car ils permettaient de transmettre à la jeune génération une leçon de dignité et de lucidité. À mesure que les tensions familiales persistaient, je constatais que le calme et la méthode avaient eu un effet durable. Ma belle-fille n'avait plus aucun levier, et chacun dans la famille devait constater que mes décisions et ma vigilance avaient triomphé. Les conflits restaient autour de moi, mais ils n'avaient plus de prise sur ma vie, car ma liberté et ma propriété étaient désormais sécurisées par la loi et par la vérité. Chaque soir, je relisais mes notes dans le carnet bleu, analysais les réactions des membres de la famille et notais les moments où la manipulation échouait. Je ressentais une satisfaction tranquille. La justice avait été rendue, et je pouvais observer les effets de ma préparation sans émotion perturbatrice. Le chaos familial se déroulait autour de moi, mais je demeurais protégée et calme. Je pris conscience, dans ce calme retrouvé, que cette période difficile avait renforcé ma force intérieure. Les humiliations, la manipulation, la signature falsifiée et les tensions familiales avaient toutes été transformées en preuves et leçons de patience, de méthode et de vigilance. Je pouvais enfin savourer la reconnaissance de ma compétence et de ma dignité, et observer la famille s'adapter aux conséquences de ses actes. Ainsi, l'éclatement familial n'était plus une source de peur ou de frustration pour moi. Je pouvais l'observer avec lucidité et distance, sachant que la vérité et la justice avaient triomphé. Ma dignité, ma liberté et mon contrôle sur ma propriété étaient intacts. Les tensions ne pouvaient plus m'atteindre, car elles se déroulaient dans un espace où je restais protégée par la loi, les preuves et ma propre patience méthodique. Chaque soir, en regardant la lumière du soleil couchant illuminer les oliviers et la lavande, je me sentais apaisée. La justice, la vérité et la méthode avaient prévalu, et je pouvais enfin laisser derrière moi les trahisons et les manipulations. La maison retrouvait une harmonie fragile mais réelle, et je savourais chaque moment de sérénité retrouvée. Après l'éclatement familial et la victoire légale, un calme nouveau s'installa dans ma vie. La terre de Provence, que j'avais tant chérie et défendue, était désormais pleinement entre mes mains. Chaque olivier, chaque rangée de lavande, chaque pierre, soigneusement replacée dans le jardin, me rappelait que j'avais retrouvé ma liberté et ma dignité. Les semaines de préparation, d'introspection et de vigilance m'avaient non seulement permis de protéger mes biens, mais aussi de réaffirmer ma force intérieure. Je retrouvais la sérénité dans les gestes quotidiens. Préparer le thé, arroser les plantes, relire mes carnets et vérifier mes documents. Chacun de ces gestes, autrefois associés à la vigilance et à la préparation légale, était désormais une célébration de ma liberté retrouvée. La maison, le jardin et la propriété étaient redevenus des lieux de plaisir, de contemplation et de contrôle personnel. Ma petite fille venait souvent me voir, et ensemble nous partagions des moments simples mais précieux. Lire dans le salon, préparer le thé, parcourir les allées de la propriété
et observer les plantes et les arbres. Ces instants de complicité étaient plus qu'agréables. Ils représentaient la transmission de la vigilance, de la patience et de la dignité. Je lui montrais, par mon calme et mes actions, que la force ne réside pas toujours dans la confrontation ou les cris, mais souvent dans la méthode, la constance et la préparation silencieuse. Je retrouvais également le plaisir de la socialisation et des interactions avec les amis et voisins. Les visites, les conversations autour d'un café, les échanges sur la vie quotidienne ou sur les projets liés à la terre me rappelaient que ma vie avait de la valeur et que mes choix étaient respectés. Chaque sourire, chaque mot échangé renforçait ma sérénité et mon sentiment de justice enfin rétabli. Mes documents et mon carnet bleu, témoins silencieux de la bataille juridique et de ma vigilance méthodique, prenaient une signification nouvelle. Ils n'étaient plus uniquement des preuves pour contester la vente, mais des symboles de ma résilience et de ma capacité à transformer l'injustice en victoire. Chaque page racontait l'histoire d'une femme qui avait su défendre sa dignité avec patience, méthode et preuves tangibles. Je consacrais aussi du temps à l'aménagement et à l'entretien de la propriété, selon mes propres choix. Les parcelles, les arbres et les fleurs étaient arrangés à ma façon, chaque détail reflétant mon goût et mon contrôle. Cette réorganisation symbolisait ma reconquête de la liberté, l'affirmation que personne ne pourrait plus décider à ma place. Les petites joies de la vie quotidienne prenaient une importance nouvelle. Le parfum du thé, le bruit du vent dans les oliviers, le chant des oiseaux, les figues mûres et le bruissement de la lavande, chaque détail me rappelait que j'avais reconquis non seulement ma propriété, mais aussi mon autonomie et mon droit à savourer la vie. Je repensais souvent à ma belle-fille et à sa tentative de falsification, mais je ne ressentais plus de colère ni de rancune. La victoire juridique et morale m'avait apporté un calme profond. La manipulation avait échoué, et je pouvais vivre pleinement, sans vigilance constante ni peur d'être privé de mes droits. Chaque matin, je décidais de mes activités, planifiais mes gestes et savourais ma liberté. Les moments passés sur ma terre, à observer la croissance des plantes ou à préparer le jardin pour la saison à venir, étaient des rituels de renaissance et de sérénité. Ces gestes simples étaient désormais la preuve concrète que ma vie et mes choix m'appartenaient pleinement. Je prenais également plaisir à transmettre à ma petite fille et aux jeunes générations la leçon de patience, de vigilance et de méthode que cette expérience m'avait enseignée. Elle apprenait que la force ne réside pas dans la colère, mais dans la capacité à agir avec méthode et à préparer ses actions avec rigueur. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot partagé renforçait notre lien et la transmission de valeurs essentielles. La sérénité retrouvée m'incitait à réfléchir aux aspects plus profonds de cette victoire. Il ne s'agissait pas seulement de défendre une propriété ou d'obtenir justice contre une manipulation, il s'agissait de réaffirmer ma dignité, ma liberté et ma capacité à décider pour moi-même, même après les humiliations et les tentatives de contrôle. Chaque geste, chaque document, chaque page de mon carnet bleu me rappelait que j'étais capable de transformer la douleur et l'injustice en force tranquille et méthode. Ainsi, ma nouvelle vie s'installait doucement, mais fermement. La liberté, le contrôle sur mes choix, la sérénité et la jouissance des gestes simples devenaient mes compagnons constants. La propriété, les oliviers, la lavande et les figuiers n'étaient plus seulement des biens matériels. Ils étaient le symbole de ma renaissance et de ma capacité à préserver ce qui m'appartenait de droit. Et tandis que je posais ma main sur mon carnet bleu, témoin silencieux de ma vigilance et de ma stratégie, je murmurais pour moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice. Assise dans mon fauteuil, le carnet bleu ouvert sur mes genoux, je regardais la lumière du matin glisser sur les oliviers et la lavande de ma terre. Chaque rayon semblait tracer un chemin de clarté dans les ombres des semaines passées, où la manipulation et la trahison avaient tenté de me voler ce qui m'appartenait. La victoire juridique,
acquises par la patience, la méthode et les preuves accumulées, avaient restauré non seulement ma propriété, mais aussi ma dignité et ma liberté. Je repensais à la découverte de l'acte de vente falsifié, aux petites humiliations subies au fil des mois et aux interventions insidieuses de ma belle-fille. Chaque détail, chaque geste, chaque mot que j'avais noté dans mon carnet bleu prenait maintenant tout son sens. Ces notes n'étaient plus seulement des témoignages. Elles étaient le reflet de ma vigilance, de ma rigueur et de ma détermination. Les semaines d'introspection et de planification avaient transformé mon choc initial en force tranquille. Chaque document analysé, chaque relevé comparé, chaque témoignage recueilli constituait une preuve solide et méthodique qui avait permis d'annuler la vente et de rétablir la justice. Je réalisais que la véritable puissance réside non pas dans la colère ou les cris, mais dans la patience, la méthode et la clarté de la preuve. Je repensais au jour de la confrontation légale. Le notaire avait exposé les faits avec précision, la banquière avait confirmé mon autonomie et chaque document avait parlé pour moi. Ma belle-fille, autrefois sûre d'elle, avait été impuissante face à la vérité. Et moi, je n'avais pas eu besoin de crier ou de me mettre en avant. Le silence, allié à la préparation et aux preuves, avait été ma plus grande force. Dans les jours qui suivirent, je retrouvai une sérénité profonde dans mes gestes quotidiens. Préparer le thé, arroser les oliviers, parcourir le jardin, relire mes carnets et organiser mes documents étaient redevenus des rituels de plaisir et d'affirmation de ma liberté. La maison, le jardin et chaque parcelle de ma propriété étaient désormais mes domaines, protégés par la loi et par ma vigilance. Ma petite fille venait régulièrement, et nos moments partagés étaient empreints de complicité et de douceur. Je lui montrais, par mon calme et mes gestes, que la force et la justice peuvent se manifester par la méthode et la patience. Chaque instant de transmission était précieux. Elle apprenait que l'on peut défendre ses droits sans éclat de voix, et que la vigilance et la documentation sont souvent plus puissantes que l'agitation. Je repensais également aux leçons tirées de cette expérience. La trahison, les manipulations et les tentatives de falsification n'avaient pas seulement mis à l'épreuve ma propriété, mais aussi ma patience, ma lucidité et ma force intérieure. Ces épreuves avaient été transformées en leçons de vie, me rappelant que la justice et la vérité peuvent triompher, même face aux injustices les plus sournoises. Mon carnet bleu, compagnon fidèle de mes nuits de réflexion et de préparation, n'était plus seulement un outil juridique. Il était le symbole de ma résilience, de ma rigueur et de ma capacité à transformer l'injustice en victoire méthodique. Chaque page témoignait de ma persévérance et de ma force silencieuse, et chaque note me rappelait que la patience et la méthode sont des armes plus puissantes que la colère ou la confrontation. Assise dans le calme retrouvé de mon appartement et de ma propriété, je ressentais une paix profonde. La terre de Provence, avec ses oliviers, ses figuiers et ses rangées de lavande, était redevenue un lieu de sérénité et de plaisir, symbole de ma renaissance. La liberté et la dignité retrouvées m'offraient un sentiment de maîtrise totale sur ma vie et mon héritage. Et tandis que je posais la main sur mon carnet bleu, témoin silencieux de mes préparations, de ma vigilance et de ma stratégie méthodique, je murmurais pour moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice. Ces mots résumaient tout. Ils reflétaient la victoire de la patience et de la méthode sur la trahison et la manipulation, et l'affirmation que la vérité, appuyée par les preuves et la préparation, peut triompher. Dans ce silence, j'avais trouvé ma force, ma liberté et ma paix intérieure. Chaque geste, chaque instant, chaque rayon de soleil sur mes oliviers était désormais un rappel que ma vie m'appartenait. Les épreuves passées, les humiliations et la tentative de falsification n'avaient pas eu raison de ma dignité. La justice avait été rendue et je pouvais désormais savourer ma terre, ma liberté et ma sérénité, pleinement consciente que la patience,
la méthode et la vérité sont les meilleurs alliés de la justice.